Et si je vous disais que 4 histoires radicalement différentes pouvaient se cacher derrière les mêmes statistiques? C'est un peu le point de départ de notre analyse aujourd'hui où l'on va apprendre ensemble à démasquer les illusions que peuvent parfois nous tendre les chiffres. Alors, on commence direct avec cette question, cette énigme. C'est un cas d'école, vraiment, qui vient bousculer notre confiance, parfois un peu aveugle, dans les analyses de données brutes. Ok, imaginons un instant qu'on a 4 ensembles de données. Pour chacun, on demande à un algorithme de faire un truc tout simple, trouver la meilleure ligne droite possible pour résumer la tendance des points. Bon, cette ligne, elle est définie par une équation, avec un point de départ sur l'axe vertical et une pente qui décrit son inclinaison. Et là, c'est ça qui est fou. Pour nos 4 jeux de données, la machine trouve exactement la même ligne, avec des stats de performance qui ont l'air identiques. La logique semble imparable. Si tous les résumés statistiques sont les mêmes, alors les relations entre les données doivent forcément être les mêmes. Non, c'est un piège parfait, et on va voir tout de suite pourquoi il faut s'en méfier. Parce que cette belle illusion statistique, elle est sur le point de voler en éclats. Et pour ça, il suffit de faire une seule chose que les chiffres ne peuvent pas faire pour nous. Il suffit d'ouvrir les yeux et de visualiser les données. Alors, le premier graphique. Bon, là, c'est exactement ce qu'on imagine. Les points forment une sorte de nuage, plus ou moins linéaire, un peu dispersé, c'est vrai. La ligne de régression, elle, semble bien résumer la tendance générale. Jusqu'ici, tout va bien, les chiffres et l'image racontent la même histoire. Passons au deuxième. Ah, là, c'est une toute autre histoire. Les données, elles, décrivent une courbe parfaite, presque mathématique. Tenter de faire passer une ligne droite là-dedans, ce n'est pas juste un peu imprécis, c'est une erreur fondamentale. Ça mènerait à des prédictions complètement à côté de la plaque. Le troisième cas, il est fascinant. On a une relation qui est quasi parfaite. Tous les points sont bien alignés, sauf un seul. Et cette unique valeur aberrante agit comme un aimant surpuissant. Elle tire et dévie toute la ligne vers elle. Ça montre à quel point un modèle peut être fragile face à une seule donnée un peu hors norme. Et enfin, le quatrième cas, c'est sans doute le plus bizarre. La plupart des points sont empilés les uns sur les autres au même endroit, et la ligne n'existe que grâce à un seul point, très loin, qui fait levier. Parler de tendance ici, ça n'a quasiment aucun sens. La ligne est une pure illusion statistique créée par ce point solitaire. Et toute cette démonstration, elle nous amène à la règle d'or de l'analyse de données. La seule qu'il ne faut jamais oublier. Il faut toujours visualiser les données brutes avant de commencer la moindre modélisation. Bon, maintenant qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut regarder les données, comment est-ce qu'on peut mesurer de façon objective si notre modèle, notre ligne, est bon ou mauvais? C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils du détective de données. Le premier outil, le plus courant, c'est la MSE, l'erreur quadratique moyenne. Son secret, il est dans le mot quadratique. C'est simple. Imaginez une erreur de prédiction de 2. La MSE, elle, la compte comme 4. Une erreur de 10, elle la compte comme 100. Autrement dit, elle déteste les grosses erreurs et elle les punit de façon exponentielle. C'est pratique pour optimiser, mais ça la rend hypersensible aux valeurs aberrantes qui, à elles seules, peuvent faire exploser le score. À côté, on a la MAE, l'erreur absolue moyenne. Elle est beaucoup plus simple, plus intuitive. Une erreur de 10, c'est compté comme 10, point barre. Du coup, elle est plus robuste, elle panique moins face à une valeur aberrante. Et surtout, son résultat est plus facile à interpréter. Ça représente tout simplement l'erreur moyenne de prédiction dans la même unité que nos données. La MAP, elle, pense en pourcentage. C'est ça sa grande force. Une erreur de 10 € sur un produit qui en coûte 1000, c'est une petite erreur de 1%. Mais la même erreur de 10 € sur un produit qui n'en coûte que 20, eh bien là, c'est une énorme erreur de 50%. La MAP met l'erreur en contexte par rapport à la valeur réelle. C'est super parlant, notamment quand il faut communiquer des résultats à des non-spécialistes. Et enfin, la MSLE. Elle est un peu plus spécifique. Elle est conçue pour les situations où sous-estimer est beaucoup plus grave que surestimé. Pensez à la gestion de stock, par exemple. Prédire trop peu de demandes, c'est la rupture de stock, des clients mécontents. C'est souvent bien pire que d'avoir un peu trop de stock. Eh bien, la MSLE, elle est conçue pour pénaliser bien plus lourdement ce genre de sous-estimation. Donc, pour résumer le choix, si les très grosses erreurs sont absolument inacceptables, on se tourne vers la MSE. Pour une lecture simple et une bonne robustesse, la MAE est souvent un excellent choix. Pour communiquer en termes relatifs, rien ne vaut la MAPE, et si sous-estimé est particulièrement coûteux, la MSLE est l'outil qu'il nous faut. Mais attention, choisir la bonne métrique, ça ne suffit pas. Le détective de données doit aussi connaître les 2 pièges les plus courants qui peuvent saboter n'importe quelle analyse, même avec les meilleurs outils du monde. Le premier piège, on l'a déjà vu de manière assez spectaculaire avec notre troisième graphique. Les valeurs aberrantes, ces points qui ne suivent pas la tendance, peuvent avoir une influence complètement démesurée et fausser notre modèle. C'est d'autant plus vrai si on utilise une métrique comme l'AMSE qui, on l'a vu, y est très sensible. Le deuxième grand piège, c'est le surapprentissage, ou overfitting en anglais.
Ça arrive quand un modèle est tellement complexe qu'il finit par apprendre par cœur les données d'entraînement, y compris leurs petites imperfections et le bruit statistique. Résultat, il est incapable de généraliser ce qu'il a appris à de nouvelles données. C'est un peu comme un étudiant qui mémorise les réponses d'un vieil examen sans rien comprendre au cours. Bon, alors concrètement, comment on met tout ça en pratique de manière structurée, propre et reproductible? La réponse tient en un mot, un pipeline. En pratique, les pros suivent une sorte de recette, ce qu'on appelle un pipeline. Tout commence par la préparation, on charge les données, on les nettoie. Ensuite, la vectorisation, une étape clé où on transforme nos infos en une suite de chiffres que la machine peut comprendre. Vient alors l'entraînement, c'est le moment où le modèle apprend des données pour tracer sa fameuse ligne. Et enfin, l'évaluation, où on sort nos métriques, MSE ou MAE par exemple, pour juger de sa performance et décider s'il est bon pour le service. Et finalement, on boucle la boucle, on revient à notre mystère de départ. D'un côté, les chiffres, seuls, qui racontaient une unique histoire, celle d'une ligne simple et cohérente. Et de l'autre, les images, qui, elles, ont révélé 4 vérités complètement différentes, allant d'une tendance claire à une simple illusion statistique. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Si un modèle aussi simple qu'une ligne droite peut être à ce point trompeur, quelles hypothèses peut-être encore plus dangereuses se cachent silencieusement dans les modèles bien plus complexes qu'on utilise tous les jours ?